La confiance de notre audience, c'est ce qu'on a de plus précieux dans le métier. Et je le répète très souvent, mais il ne faut pas vendre son âme au diable, déjà pour une question éthique, mais aussi pour une raison purement business, parce que votre communauté vous fait confiance. Si un jour vous recommandez quelque chose auquel vous ne croyez pas et que votre communauté achète et qu'elle n'est pas satisfaite, elle n'achètera pas 2 fois. Bonjour et bienvenue sur Influence Corner. On se retrouve dans cette capsule spéciale pour parler d'influence responsable avec le soutien de la RPP. Je suis Myriam. Et je suis Lisa. On est communicante spécialiste de l'influence sous toutes ses formes. L'influence a beaucoup évolué ces dernières années et il y a de plus en plus de dérives. Il faut agir collectivement avec les marques, les agences et les influenceurs. Alors que l'année dernière, une collab sur 4 n'était pas mentionnée, aujourd'hui, selon le dernier observatoire de l'influence responsable de la RPP, on apprend que 83% des contenus montrent au moins un début d'identification. C'est mieux, mais il reste beaucoup de chemin à parcourir pour assurer une protection plus complète des audiences en ligne. Avec la RPP, on milite pour une influence plus transparente et plus responsable. C'est pourquoi on a décidé d'en parler cash dans ce podcast. Et qui de mieux pour en parler que les premiers concernés, les influenceurs. Dans cette série spéciale, on est parti à la rencontre de créateurs de contenu qui viennent d'univers très différents. Mode, lifestyle, voyage. Ils rassemblent des centaines de milliers d'abonnés sur YouTube, Instagram ou encore TikTok. Et ils ont un point commun, ils sont responsables et éthiques dans leur création de contenu. Qu'ils aient découvert le certificat de l'influence responsable récemment ou que ça fasse partie de leur démarche depuis le début, on a voulu les laisser raconter leur histoire, leur parcours et leur cheminement vers une influence plus éthique. Ils ont une voix et ils ont choisi de la porter dans ce podcast à leur manière, ce qui rend chaque épisode unique. Cette série de podcasts a été rendue possible grâce à la RPP, l'organisme de déontologie publicitaire en France qui réunit les marques, les agences, les médias et les plateformes. Ensemble, ces acteurs ont mis en œuvre le certificat de l'influence responsable dont on va parler dans ce podcast. Retrouvez un épisode tous les 2 jours et abonnez-vous pour ne rater aucun témoignage. Une production originale de Myriam Ouni et Lisa Omarin. Bonne écoute! Bonjour, je m'appelle Alix Grosset, j'ai 25 ans et je suis créatrice de contenu depuis 2014. J'ai commencé sur les réseaux donc en 2014, ça va faire 8-9 ans maintenant, donc j'avais à peu près 15 ans quand j'ai commencé. Et j'ai commencé par un blog. Au début, j'avais pas du tout de réseaux sociaux, j'avais pas Instagram, j'avais juste mon blog, donc pas vraiment grosse pro de la com, parce que finalement il y avait que ma maman et moi qui lisions mes articles. Voilà, je faisais mes vues comme ça sur le blog. Et puis parallèlement à ça, j'ai commencé à bosser un peu en médias, parce que j'ai toujours été passionnée de médias depuis que je suis toute gosse. J'avais à peine 12 ans, je scriptais dans un carnet les chiffres d'audience des émissions télé, puis je comparais, puis je faisais des paris, puis tous les matins au petit-déj, je disais à mon père: t'as vu, ça fait tant de millions, j'avais dit que ça ferait tant. Bon, personne ne m'écoutait à part mes parents, mais déjà j'avais une sorte de fibre un peu pour les médias, pour la communication, et j'étais déjà passionnée. Et puis j'ai continué comme ça, j'ai commencé par la radio, parce que ça a toujours été un média qui m'a beaucoup attirée, donc en parallèle de mon blog, quand j'avais 16-17 ans. J'avais toujours pas Instagram, ou alors peut-être tout début. J'ai bossé chez VL Média, anciennement Radio VL, qui est une web radio à Paris. Et j'ai adoré l'expérience web radio parce que en web radio, contrairement à de la Natio ou des gros médias, on te laisse une vraie possibilité d'émerger parce que si t'es bosseur, on te fait confiance. Donc on te dit, vas-y, t'as un micro, tu te débrouilles. Alors je savais rien faire, mais j'ai appris, j'ai un peu raté au début. Puis après, on m'a fait confiance sur des émissions. J'ai commencé par faire des émissions hebdo et puis un peu plus régulièrement. J'ai travaillé avec un garçon qui s'appelle Aymeric Bonnery. J'ai travaillé sur son émission qui s'appelait Le Ricochot, donc sur VL Média. Et Énergie est venu nous chercher quand j'avais 18 ans, donc quelques années plus tard. Là, en parallèle, je faisais mes études à distance de communication. J'avais un peu monté mon compte Instagram. J'avais 30 000 abonnés sur Instagram. Et il y avait la radio qui prenait énormément de place dans ma vie, parce que j'étais vraiment passionnée. Et Énergie est venu chercher l'émission pour la mettre le soir, donc sur de la libre antenne, sur du 21h. Donc je me suis retrouvée à 19 ans après, co-animatrice de cette grosse émission sur Énergie. C'est une expérience que j'ai adorée. Je me suis rendu compte en faisant de la libre antenne que c'était pas forcément ce qui me correspondait le mieux, parce que c'est très drainant comme façon de communiquer. Faut être énormément dans l'action. C'est beaucoup de rire, beaucoup d'énergie. Et c'est vrai que j'étais peut-être un peu plus tournée vers le format interview. Donc j'ai bossé un petit peu sur Énergie. Puis après, j'ai travaillé avec un garçon qui s'appelle Maxime Rioux. Donc là, si on se met au niveau chronologie, je dois avoir 20 ans.
Et j'ai été rédactrice en chef d'une émission qu'on a montée ensemble qui s'appelait Swift, qui m'a énormément appris. J'étais rédactrice en chef et chroniqueuse. Donc, on écrivait tous les sujets avec Maxime et on recevait beaucoup de personnalités médias sur cette émission. Donc, ça me correspondait beaucoup plus dans le ton et dans ce que je voulais faire. Et puis, on a bossé là-dessus sur peut-être 2 ans, ouais, à peu près. Et ensuite, j'ai eu envie, moi, de faire mes propres prods et de monter un peu mes réseaux. J'avais peut-être 30 000 abonnés à ce moment-là sur Instagram. Et je me suis dit, donc vas-y, lance-toi ma grande. En 2019, je lance le Clic d'Alix, qui est mon format phare aujourd'hui sur YouTube, qui est un format d'interview de créateurs de contenu. Et je le lance à un moment où je suis un peu chamboulée sur Instagram, parce que je viens de perdre mon compte Instagram. Ça faisait 4 ans à peu près que je l'avais, et peut-être un peu moins, 3 ans. Et je me suis fait pirater. Donc j'ai dû repartir de zéro sur Instagram. Et je suis repartie de zéro partout, donc à la fois dans mon travail, sur Insta. Je monétisais pas vraiment mes réseaux à ce moment-là, bien que j'avais 30 000 abonnés, mais je savais pas trop comment faire. Donc j'avais peut-être fait 1 ou 2 collabs, mais rien de plus. Et j'ai lancé le Clic d'Alix. Et maintenant, ça fait 3 ans que c'est un format vraiment récurrent et un format phare sur ma chaîne YouTube. J'ai fait plus de 60 interviews de créateurs de contenu. Donc, j'interviewe sur un format long, c'est du 45-50 minutes. Le but, c'est vraiment de retracer leur parcours pour aller au-delà de leur pseudo sur YouTube, mais découvrir vraiment qui ils sont. Le format long permet vraiment ça parce que ils ont tout le temps de pouvoir s'exprimer comme ils le veulent. On parle aussi beaucoup de leur travail, du milieu de l'influence, du métier qui est parfois un peu mal compris et mal perçu. Donc, ça permet vraiment d'avoir un regard différent sur ce milieu-là. Quand j'ai ouvert mon blog, on ne parlait pas du tout d'influence. J'avais en tête des exemples qui étaient Margot, You Make Fashion, la revue de Kenza, le blog de Betty. Mais c'était pas du tout comme aujourd'hui. Enfin, il y avait pas d'histoire de monétisation, en tout cas, surtout à mon échelle. J'écrivais à l'époque 1 article par jour. C'était des articles beauté. Et en réfléchissant, j'aimais beaucoup écrire mes articles. J'ai toujours pris beaucoup de plaisir à les écrire. Mais je pense que j'écrivais autour de la beauté, de la mode et de tous ces sujets-là. Parce que, à cette époque-là, sur les réseaux, c'était quand même très genré. Et quand on était une fille, on écrivait sur de la beauté, c'était admis. On se posait pas tellement la question de savoir si on allait aller sur d'autres thématiques. Après, voilà, on est parti un peu plus sur du lifestyle et on a admis même que des filles pouvaient s'intéresser à des sujets dits masculins et inversement, les hommes qui se sont mis aussi à faire de la beauté, ça a été génial pour chambouler un peu le milieu. Donc j'ai commencé comme ça. Mes premières collaborations rémunérées, ma première collab rémunérée, c'était un énorme flop. C'était avec une marque de dessert. En fait, c'était passé par une plateforme à l'époque. Il y avait beaucoup de plateformes. On avait très peu finalement de contact humain avec des agences et des marques. On était contactés par des plateformes et on m'avait proposé, je me souviens, c'était 200 € à l'époque pour un post Instagram avec des stories et une utilisation média sur tous les réseaux sociaux, plus de la télé, plus de la presse, et j'avais l'impression que c'était le contrat de ma vie. Je me souviens que j'étais hyper fière. Je leur avais fait, j'avais payé un vidéaste 500 € pour m'aider à faire une vidéo parce que j'étais trop fière d'avoir été contactée par cette marque pour faire un placement, quoi. En plus, c'était un dessert que je mangeais, donc c'était vraiment lié à mes habitudes de consommation. Et maintenant, avec le recul, je me rends compte que c'était beaucoup trop d'investissement de ma part par rapport à ce qui était payé. Parce que déjà, en termes de coût, j'étais à moins 300 € puisque j'étais payé 200 €. Plus, il y avait l'URSSAF qui passait derrière. Et en plus de ça, j'ai payé 500 € à vidéaste, mais j'étais super fière. Et surtout, ce dont je n'avais pas conscience, c'était les droits à l'image qui aujourd'hui se monétisent vraiment. Et à l'époque, je voyais ça comme une opportunité de me dire, on va me découvrir davantage parce que je vais être affichée sur les réseaux de cette marque. Mais si jamais il y a des créateurs qui m'écoutent, attention à vos droits à l'image parce que ça se monétise et on utilise votre image. Donc, elle doit on doit le rémunérer au même titre qu'on rémunère un mannequin aussi pour des droits à l'image. Donc, ça, c'est super important. J'en avais pas du tout conscience à l'époque. Mais bon, ça reste une bonne expérience parce que j'étais hyper fière de ça. C'était vraiment une collab qui faisait sens aussi avec ce que je partageais. Et, J'étais hyper fière de faire cette première collaboration parce que c'était un produit que je consommais. Et de toute façon, depuis le début sur mes réseaux sociaux, c'est super important pour moi de ne parler en bien que de produits que je consomme et que j'aime. Évidemment, je peux parler en mal de tous les produits, mais en tout cas, dans le cadre d'une collaboration, c'est super important aussi pour pérenniser mon activité parce que la confiance de notre audience, c'est ce qu'on a de plus précieux dans le métier. Et je le répète très souvent, mais il faut pas vendre son âme au diable. Déjà pour une question éthique, mais aussi pour une raison purement business. Parce que
votre communauté vous fait confiance, si un jour vous recommandez quelque chose auquel vous ne croyez pas et que votre communauté achète et qu'elle n'est pas satisfaite, elle n'achètera pas 2 fois. Et là, vous allez tuer votre métier pour prendre un chèque à l'instant T. Or, il faut essayer de penser long terme. Donc, c'est super important sur 2 points. 1, et c'est le principal, c'est l'éthique, mais 2, c'est aussi la pérennité du métier. Donc, je me suis toujours promis, et j'ai jamais eu de cas de toute façon de conscience avec ça, de toujours parler, que ce soit dans mes collaborations ou même hors collaboration, en bien de produits auxquels je crois. Donc ça a été la première collab que j'ai fait. Et puis après, ça s'est développé petit à petit. Je dirais que j'ai commencé à être payée sur Instagram quand j'ai eu peut-être 20 000 abonnés. Et les collaborations se sont vraiment accentuées à partir de 30 000 abonnés, où j'arrivais à me faire payer à peu près sur toutes mes collabs. 6 mois après avoir lancé le Click d'Alix, donc il y a quasiment 3 ans, j'ai lancé un second compte Instagram, qui est mon compte Food Alix, qui est un compte food qui aujourd'hui rassemble à peu près 60 000 abonnés, sur lequel je fais exclusivement des recettes. Je voulais vraiment scinder mon compte lifestyle et mon compte food parce que je voulais pas non plus tout mélanger et que je puisse me nicher un peu aussi sur un compte. Je pense qu'aujourd'hui, sur les réseaux, c'est très important de se nicher si on veut émerger. Donc, se nicher, c'est avoir un contenu qui est un peu plus précis, mais avec une audience encore plus qualitative parce que l'audience vient vraiment pour ce contenu-là. Donc, à partir du moment où elle s'abonne, elle sait ce qu'elle va trouver et elle sera, alors elle pourra toujours être déçue, mais moins déçue que de s'abonner à un compte trop généraliste qui risque de passer d'une thématique à l'autre. Donc, c'est comme ça que j'ai lancé mon compte food et qui aujourd'hui marche plutôt bien. Et avec ce compte food, j'ai développé plein de choses. J'ai écrit des livres de recettes avec ma maman. J'ai des jolies collaborations avec des marques. Et de même, j'essaye aussi d'avoir des collaborations avec des marques un peu éthiques parce que c'est vrai qu'en alimentation, il y a énormément de choses. Donc, le genre de collaboration, par exemple, avec des marques d'œufs qui utilisent des poules pondeuses, ce genre de choses, c'est vraiment ce dont je ne veux pas parler, ce que je ne veux pas faire. De même, sur mon compte principal ou sur mon autre compte, je fais pas du tout de collaboration avec des marques d'alcool, déjà parce que je ne consomme pas d'alcool et parce que je ne veux pas inciter ma communauté, même de façon insidieuse, à penser que l'alcool c'est chouette. L'alcool ça reste une drogue, au même titre que la cigarette, c'est des addictions, donc c'est hyper grave. Pareil pour tout ce qui est, là je viens de refuser une collaboration avec une marque de jeux à gratter, tous les paris en ligne, les jeux à gratter, tout ça c'est hors de question sur mes réseaux sociaux. J'ai la chance de collaborer avec beaucoup de marques que j'aime beaucoup. Généralement, ce sont les mêmes marques au fil des années qui me suivent parce que je suis assez fidèle en amour comme dans le travail. Et j'aime bien travailler avec les mêmes marques aussi parce que j'aime beaucoup le contact humain et que je suis attachée au-delà des marques aux humains avec lesquels je travaille. Certaines personnes sont même devenues des copines parce qu'à force de travailler ensemble, voilà, on crée des liens au-delà du travail. Et je travaille depuis maintenant, je vais dire 1 an et demi, quasiment exclusivement sur de l'image de marque et plus sur de la collab code promo. Par exemple, sur mon compte Insta, on verra pas de collab pour des shampoings avec moins 10%, le code machinette 10 parce que c'est pas quelque chose qui m'épanouit professionnellement de faire. Parfois, il y a des petits codes promo ponctuels. Je donne un exemple. Il y a une marque que j'adore avec laquelle j'ai pour l'instant pas encore travaillé sur du paid, mais qui m'a envoyé des produits. C'est Maison Colibri, c'est des petites madeleines. Et la dernière fois, ils m'avaient envoyé un coffret pour la fête des mères et mes abonnés m'avaient demandé si je pouvais avoir un code promo. Donc, j'ai demandé à la marque. C'est une petite marque française. Elles m'ont donné un code promo. Voilà, dans ce genre de cas, je le fais avec grand plaisir. Mais j'aime beaucoup plus travailler sur de l'image de marque, c'est-à-dire que une marque me contacte, me dit « Ok, on a telle sortie ». Je prends un exemple, Picard, la dernière collab en date que j'ai faite. Ils sortaient leur gamme Viva Latina, donc avec des produits inspiration Amérique du Sud. Ils m'ont dit « Ta carte blanche, il faut juste que le message qui passe soit « On a sorti des produits inspiration Amérique du Sud ». Donc de là, moi, j'aurais proposé plusieurs types de contenus. J'envisageais de faire un reel avec des stories. Et dans mes contenus, ça donne à la fin un reel dans lequel je dis « Ok, il y a ça qui est sorti. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de pousser à l'achat les gens. Si je passe l'info, en fait. C'est un peu un messager, quoi. Et j'aime beaucoup plus travailler comme ça parce que c'est aussi le contenu que j'aime regarder. J'ai pas envie d'être assaillie de publicité. Je préfère des contenus un peu travaillés, un peu rigolos, dans lesquels je puisse me reconnaître et sans avoir l'impression d'être un carnet de chèques sur pattes. Voilà. Donc en fait, j'essaye de faire ce que j'aime aussi regarder en tant qu'abonnée sur mes réseaux, en tant que créatrice. Sur mes réseaux sociaux, j'ai beaucoup de contenus qui sont éditorialisés, comme par exemple les gros tests, les tutos bonne manière. Les gros tests, c'est un contenu dans lequel, souvent avec ma maman, on teste des nouveautés food, on donne notre avis.
Ça, c'est un contenu très, très fort sur mes réseaux qui revient chaque semaine. Une sorte de petite playlist, en fait. Voilà, généralement, c'est le jeudi. Et c'est un contenu que j'ai toujours refusé de faire sponsoriser par une marque parce que je veux que ça reste un contenu qui m'est propre et j'ai pas envie qu'il y ait des marques qui viennent mettre leur nez là-dedans. Alors parfois ça me crée des petits problèmes parce qu'effectivement il y a des produits qu'on déteste, on va dire on déteste, c'est pas bon, c'est gras, c'est sucré, c'est trop sucré, c'est trop gras et voilà. Et on met des mauvaises notes et donc dans ces cas-là les marques le lendemain matin m'envoient un petit mail en me demandant de retirer la publication, mais ça ne fonctionne pas parce que je dis ce que je veux sur mon compte et comme n'importe quel utilisateur, comme n'importe quel consommateur, si j'aime pas j'ai le droit de le dire. Et c'est aussi pour ça que je veux surtout pas faire sponsoriser les grotteuses parce que ça perdrait de son naturel et de son authenticité, même si c'était sur des produits que je valide déjà, je vois pas l'intérêt en fait. Et je pense aussi qu'il faut pas tomber dans le tout sponsorisé, qu'on doit encore en tant que créateur de contenu produire des contenus qui sont éditorialisés et en organique, donc qui dépendent pas de marques sur nos réseaux. C'est un peu ma façon de concevoir l'influence aujourd'hui. J'ai envie que quand les gens viennent sur mon compte, ils passent un bon moment sans prétention aucune. Hein. Je me doute bien qu'on n'est pas non plus attendu tous les jours, mais j'essaie de ritualiser un petit peu, de faire mes stories toujours à la même heure, de raconter ma life tranquille. J'aime pas être dans les polémiques, j'aime pas. J'essaie de faire un contenu un peu léger, feel good, ce que j'aimerais retrouver chez quelqu'un d'autre, en tout cas quand j'ouvre Insta et mes autres réseaux, hein, TikTok, Twitter, même maintenant LinkedIn, Pinterest, j'essaye de le retranscrire sur mes réseaux. C'est ma façon de faire de l'influence responsable, en tout cas à mon niveau, le respect des communautés. Le respect des communautés, ça passe aussi par le fait de mentionner toujours ses collaborations parce qu'on n'est pas là pour prendre les gens pour des jambons et c'est très important qu'ils soient au courant quand une publication est sponsorisée ou non. Il y a un autre point sur lequel je reviendrai après, mais c'est hyper important pour moi aussi de mentionner quand on reçoit des cadeaux, quand on est invité à manger, à dormir dans des hôtels, de le mentionner aussi pour que vraiment l'abonné ait toutes les cartes en main pour vraiment avoir une pleine conscience de ce qu'ils regardent. Au niveau des collaborations rémunérées, ce qui est top sur Instagram, c'est vraiment sur Instagram que je fais le plus de collaborations, c'est de toujours activer la mention partenariat rémunéré. Elle est faite pour ça. Je bataille corps et âme contre les gens qui disent que quand on l'active, on fait moins de likes, on fait moins de vues. Non, c'est pas vrai. Je pense que si les collaborations sont bien réalisées, l'audience n'est pas lassée et que si ça fait moins de vues parce que on a activé la mention, c'est peut-être parce que la collab est pas pertinente ou que les abonnés sont lassés ou que on a raté un peu sa façon de communiquer. Mais je ne crois pas qu'Instagram appuie sur un bouton en strikant les collabs rémunérés. Donc bien le mentionner en story sur tous les clips de story et pas seulement sur un clip, pas mettre de hashtag co-collaboration, ça c'est le nouveau truc, ou alors collaboration avec 2 i pour essayer encore une fois de tronquer Instagram. Non, soyez honnêtes, activez bien toutes les mentions et tout va bien se passer. Sur TikTok, pareil, alors moi sur TikTok, j'ai fait une erreur sur ma première collaboration. Je ne savais pas qu'il y avait cette mention justement partenariat rémunéré. Donc j'avais mis à la fin de ma légende partenariat rémunéré, je l'avais écrit en toutes lettres. Et en fait, l'erreur que j'ai faite, c'est un tip que je vous donne si vous n'êtes pas au courant de ça, c'est que de ce fait, ça n'était visible que si on faisait afficher plus sur la légende. Et il y a un bouton pour mentionner que c'est un partenariat rémunéré. Donc pareil, bien le faire, bien l'activer. Sur TikTok, j'ai l'impression que c'est encore un peu flou pour les créateurs. Je vois beaucoup de collabs passer, même sans hashtag ad, sans hashtag collaboration. Donc ce serait bien aussi que là-dessus, ce soit un peu plus réglementé. Et au sujet des cadeaux, je crois que c'est obligatoire dans certains pays, pas encore en France, mais de mentionner quand on a reçu un cadeau. Déjà parce que c'est une façon de remercier aussi la marque, mais parce que quand je reçois une crème et que je vais parler à mes abonnés d'une crème, j'ai envie qu'elle soit au courant que je l'ai reçue gratuitement. Alors ça va en rien impacter mon avis, parce que il y a parfois des marques qui m'envoient des produits que j'adore, que j'aime pas. C'est très important. Et aussi concernant le tourisme, où là je trouve qu'il y a un vrai vide juridique là-dessus. Que ce soit pour les hôtels ou les restaurants, il y a énormément de créateurs de contenu qui sont invités à venir tester des hôtels, invités par des offices de tourisme à produire du contenu. Alors, soit en échange d'une rémunération, soit en échange d'une expérience. Et c'est très rarement mentionné. Et ça, pour moi, ça pose un vrai problème aussi au niveau de la santé mentale. Et c'est pour ça que c'est très important d'être éthique aussi et d'être responsable envers sa communauté. Parce qu'un abonné qui va regarder le contenu peut fantasmer un peu la vie de l'influenceur en se disant tiens, la chance, il peut voyager aux 4 coins du monde, mais avec quel argent et pourquoi moi je peux pas aller là. Moi j'ai pu avoir j'ai pas pu avoir de vacances ou j'ai pu avoir que 2 jours de vacances, etc. Mais en réalité, l'influenceur va être
payé ou alors va être invité. Et c'est cool, on fait notre métier. Notre métier, c'est de produire du contenu, c'est hyper chouette, mais soyons-en fiers et mentionnons-le quand c'est le cas. Et c'est pas du tout une tare que de faire notre métier. C'est la base de notre métier, de créer aussi des contenus autour de ça. Donc j'aimerais vraiment qu'à terme, on soit obligé de le mentionner aussi. Et indépendamment de l'identification d'un partenaire à rémunérer, le fait de mentionner quand c'est un cadeau. Dans les collaborations, il ne faut pas non plus hésiter à casser les briefs. C'est-à-dire que quand une marque vient vous voir en vous disant « Ok, on a telle chose à pousser, nous, on imagine telle mécanique. Si cette mécanique-là ne te va pas, généralement, les marques sont hyper contentes que tu dises moi, je verrais plus la chose comme ça. Bon, alors après, c'est vrai que si on leur refait totalement leur stratégie marketing, qu'on revoit tout et que ça correspond plus au budget, c'est compliqué. Mais il faut vraiment être dans l'échange. Et c'est aussi pour ça que c'est chouette de pouvoir échanger avec des vrais humains et pas des plateformes. Parce que parfois, certaines fonctionnalités ne conviennent pas à notre audience ou à notre façon de travailler. Je prends un exemple tout bête sur mon compte, c'est les concours. Très souvent, des marques veulent faire des concours pour gagner un peu d'abonnés sur le compte de la marque. Donc ça, c'est tout à fait entendable. Et vont imposer des conditions de participation qui sont de s'abonner au compte Instagram de la marque et de l'influenceur et de mentionner des amis dans les commentaires pour les abonnés qui doivent repartager le compte en story, etc. Et ça, je bataille contre. J'accepte plus du tout ces conditions-là parce que moi, en tant qu'abonné, ça me saoule. Si j'ai envie de participer à un concours, j'ai pas envie de devoir inviter ma cousine qui a rien demandé, ma mère, mon père et 3 clampins qui passent par là. Donc, je refuse systématiquement. Alors, au début, les marques font un peu la soupe à la grimace. Quelle jolie expression. Et finalement, donc je bataille un peu, c'est-à-dire que j'envoie des screens de statistiques en montrant, regardez, sur ce concours-là, j'ai fait ce qu'on m'a demandé, c'est-à-dire demander aux abonnés de mentionner des gens en commentaire. Ça a fait, par exemple, 200 commentaires. Et sur cet autre concours-là, j'ai demandé aux abonnés juste de s'abonner au compte de la marque, parce que je comprends que la marque veuille driver sur son compte, ça c'est complètement entendable, mais sans devoir mentionner de gens en commentaire. Et ben, ça va faire 3 ou 4 fois plus de commentaires. Pourquoi ? Parce que l'abonné n'est pas contraint de participer en invitant tout le monde, ça ne saoule personne et les gens vont être beaucoup plus enclins à participer et vont encore plus apprécier la marque. Et de ce fait, je suis arrivée à des concours où des marques finalement me disaient effectivement, c'était plus pertinent de faire comme ça. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire. Et encore une fois, c'est un respect de son audience, de ne pas la prendre pour juste une vache à lait, quoi. Et que les gens sont là pour se divertir. Et on peut tous travailler main dans la main, créateurs, marques et aussi abonnés pour créer une influence éthique, responsable et que tout se passe le mieux du monde et qu'on soit dans un environnement le plus sain possible. J'ai entendu parler du certificat d'influence par Florie Baudin, qui me représente aujourd'hui et avec qui je travaille. En fait, elle me l'a tout simplement imposé. Elle m'a dit « Je veux que tous les talents avec qui je travaille aient ce certificat. C'est important à la fois pour elle aussi en tant que talent manager de représenter des gens qui ont ce certificat et à la fois pour nous, par rapport aux marques avec lesquelles on va travailler, de pouvoir présenter ça en gage et en signe d'éthique et de responsabilité vis-à-vis de notre audience. » En passant le certificat, j'ai appris quand même énormément de choses, notamment sur toutes les questions liées aux enfants influenceurs, parce que j'étais assez peu confrontée à cette situation, donc je m'étais pas tellement renseignée et je trouve que c'est hyper intéressant tout ce qui est mis en place pour protéger les enfants. Et aussi concernant les bonnes pratiques liées à la publicité dans le domaine alimentaire, parce que comme j'ai un compte food, c'est très important pour moi d'être bien renseignée là-dessus. Et j'ignorais que lorsqu'on fait un contenu en collaboration avec une marque autour d'un petit déjeuner ou d'un goûter, on devait avoir la présence obligatoire de certains types, certaines catégories d'aliments. Et maintenant, je suis bien au courant que sur tous ces contenus, il faut absolument avoir un certain type d'aliments. Donc c'était très intéressant. Je pense que ça va vraiment créer un tournant dans le milieu de l'influence parce que les gens qui vont être dans cette démarche-là et dans une volonté de passer le certificat, on peut aussi apprendre de nos erreurs dans la formation en apprenant des choses qu'on soupçonnait pas forcément. Et j'espère que tous les influenceurs pourront passer le certificat. Ça va rendre vraiment l'écosystème de l'influence encore plus vertueux et redorer un petit peu le blason de l'influence qui peut parfois être malmené par certaines pratiques pas terribles. Donc je pense que c'est très bien et très bien aussi que les marques s'intéressent à ce certificat pour travailler avec des influenceurs responsables.
Dans la suite de ma carrière, j'ai vraiment envie à moyen terme, je dirais 1 an ou 2, repartir sur du média un petit peu plus traditionnel, donc télé, radio, tout en gardant mes réseaux. Le but, c'est pas du tout de fermer mes réseaux et je suis très attachée à ma communauté, donc je vais pas les laisser. J'ai encore plein de gros tests à faire. En ce moment, je travaille avec France Télé sur un format qui s'appelle l'Entre-deux pour leur plateforme Lumni, qui est la plateforme étudiante de France Télé, sur lequel on propose vraiment des contenus éducatifs à destination des étudiants. Et le format que j'anime, c'est un format qui traite de sujets d'actualité. On parle du pouvoir d'achat, d'économie circulaire, de climat. On parle d'énormément de sujets. Je porte ce format cette année sur plus de 20 émissions. Et c'est un format que je trouve important aussi parce qu'il permet de se positionner sur des sujets très actuels. Et dans la génération dans laquelle j'évolue, je trouve que les jeunes sont de plus en plus éveillés sur tous ces sujets-là. Et c'est super de pouvoir parler de ça. Les sujets, par exemple, comme le climat, l'urgence climatique, c'est vraiment intéressant de pouvoir se positionner et de porter aussi la voix des jeunes à travers des médias plus traditionnels comme France Télé sur leur plateforme Lumni. Donc j'espère que je pourrai continuer à jongler entre médias tradis et digital parce que je suis passionnée par tout ce milieu. Et le travail qu'on mène avec France Télévisions, c'est aussi une forme d'influence responsable puisqu'on se positionne sur des sujets clés aujourd'hui en 2022. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, abonnez-vous pour découvrir chaque jour un nouveau témoignage et surtout, partagez-le autour de vous. Merci aux équipes techniques Laurent et Geoffrey d'Into the Wave au montage et à Amel Alnia à la coproduction et surtout pour ses conseils précieux. Et pour finir, un grand merci à tous les créateurs de contenu qui ont participé à cette capsule, qui ont accepté de prendre la parole sur le sujet de l'influence responsable. Et bien sûr à leurs agences, Grosse, Point d'Orgue et Sorette Production. À bientôt!